Ce qu'il faut retenir dans l'histoire du monde arabe, c'est qu'il y a plusieurs phases. Il y a des phases pré-coloniaux où effectivement il y avait une autosuffisance dans de nombreux pays agricoles. Ensuite, il y a eu la période coloniale où les choses ont muté, on s'est transformé vers des cultures vivrières, de l'irrigation, et on a progressivement délaissé les céréales. Ensuite, il y a eu un engouement pour la production de ces produits-là durant les premières années de post-coloniaux, donc de la nationalisation. Et c'est cette période-là aussi qui a, à la fin de cette période-là, on va rebasculer vers une production destinée à l'export et qu'on vit jusqu'à nos jours sous le néolibéralisme. Donc, effectivement, des pays comme l'Égypte, comme le Liban, comme la Syrie, comme le Soudan, comme le pays du Maghreb, ont tous connu ces phases, ces différentes phases où on est passé d'autosuffisance à dépendance à l'export, de dépendance à l'import à dépendance à l'export. Donc, exactement. Concernant la question, donc, voilà, dans des situations de dépendance, il y a toujours une question de crise qui se pose, qu'on assiste, qu'on a bien assisté entre 2007 et 2011 dans le monde arabe, où il y a un parallèle à faire entre les prix des denrées alimentaires de base et le soulèvement de ces peuples-là, ainsi que la levée des subventions, par exemple, sous ordre néolibéral, effectivement, en complaisance avec des régimes souvent autoritaires dans la région. À l'époque post-coloniale, donc on était dans une perspective de souveraineté nationale où le paysan en faisait partie intégrante de ce panarabisme et qu'on a progressivement mobilisé et transformé vers la souveraineté et le militarisme. Donc, beaucoup de pays ont fait aussi le parallèle entre les subventions qui étaient accordées aux paysans au début de cette époque-là et comment ça s'est progressivement baissé ces subventions aux paysans et qui se sont progressivement virés vers la militarisation de ces régimes-là. Et on retrouve les milieux ruraux qui étaient où on avait posé des programmes de développement. L'Égypte n'en fait pas exception. C'était, comme tu dis, un pays producteur de ces céréales et qui s'est progressivement transformé vers une production de cash crop, de produits agricoles riches en eau, donc destinés surtout pour l'exportation. Et l'idée, c'est que derrière l'argent qu'on va collecter par l'exportation, qu'on va avoir de la devise étrangère. Et c'est ça, c'est un peu l'idéologie progressiviste d'intégration mondiale capitaliste. Donc, à travers cet échange-là, on peut s'en procurer du blé parce que le blé a besoin de plus d'espace, il est moins attractif localement de le produire, alors que pour en produire de l'avocat ou des mangues sur une parcelle, on peut multiplier par 20 les valeurs ajoutées entre ces deux produits, entre blé et avocat, par exemple, ou n'importe quel autre fruit. Donc, concernant la première partie donc de la question, c'est la relation du néolibéralisme avec ces régimes dont je parlais, date d'il y a 50 ans. Elle n'est pas récente, c'est une ère mondiale bien intégrée dans le monde arabe. On parle d'un néolibéralisme autoritaire. C'est vraiment la bonne définition qu'on peut représenter nos régimes actuels dans le monde arabe. Ce qu'elle a ramené, c'était une continuité de la révolution verte dont le panarabisme aussi a adopté dans son discours de souveraineté. Et c'était une continuité d'intégration au niveau mondial. C'était une ouverture de marché, c'est des politiques d'ouverture au marché, mais en même temps, ça a imposé des programmes d'ajustement structurel. Donc là, vu qu'à la fin de la dernière phase, les subventions se réduisaient pour le milieu rural dont je viens de parler, et là, c'est encore plus. C'est vraiment l'austérité parfaite. Il n'y a plus de fonds.
Les fonds d'investissement au développement sont souvent conditionnés par ces programmes d'ajustement structurel. Donc, voilà, on est la mise à part toute l'intensification qui a été héritée de la révolution verte et qui a continué. Et quand on parle intensification, on parle de machinisation du secteur. Il y a moins de paysans, il y a plus d'exode qui s'est déroulé durant cette période-là. Là, bien sûr, quand on parle d'intensification de ce secteur, il y a les facteurs de monopole qui vont venir être en jeu, notamment des monopoles locaux des intrants, mais ces monopoles locaux des intrants souvent représentent un capitalisme mondial d'intrants dans l'agronomie et dans l'agriculture et dans la biotechnologie, ainsi de suite. Donc là, vraiment, ce qui est les problèmes que le néolibéralisme, qui est vraiment global, on le retrouve au niveau local, bien ancré. Bien entendu, aussi, quand on parle d'extractivisme, on peut penser au phosphate en Tunisie, aussi, qui est rentré dans cette intégration mondiale et tout ce que ça peut créer comme dégâts écologiques avec l'agriculture intensive dans ces pays-là. Donc, maintenant, pour la deuxième question, c'est les conséquences pour les petites agricultures. Bien sûr, dans cette situation d'austérité, la marginalisation des agriculteurs et des paysans, elle a pris une ampleur assez forte. Il y a surtout ce que a mentionné, c'est qu'il y a une concentration de la propriété foncière qui s'est opérée. Donc, les grandes propriétés ont été agrandies alors que les plus petites ont été morcelées. Donc, on ne retrouve plus la paysannerie familiale qui était là quelques décennies avant. Celle-là, elle a été morcelée par le néolibéralisme. Bien sûr aussi, une des conséquences, c'est que même les gens qui ont continué à travailler dans ce secteur-là, selon de nombreuses enquêtes nationales faites dans le monde arabe, on retrouve que les familles dont la principale activité est l'agriculture sont les plus pauvres et les plus démunies comparées à d'autres secteurs, même informels. Donc là, c'est vraiment, on est dans la marginalisation et un coup de grâce sur le libéralisme de la paysannerie dans le monde arabe. Maintenant, pour la qualité des aliments dans le monde arabe, bien sûr, ce basculement vers une monoculture qui s'est opéré au niveau de la production a énormément modifié les cultures endémiques et les cultures de la région. On est passé, par exemple, même il y a eu une modification du néolibéralisme qui s'est opérée au niveau des papilles, je dirais. Par exemple, durant l'aide humanitaire des années 60 et 70, on a envoyé beaucoup de blé tendre à cette région-là. Et exactement ce blé tendre a un indice glycémique très élevé qui a été préféré parce qu'il a un goût plus sucré. Et donc le pain, le couscous qu'on en trouve dans de nombreux pays actuellement dans le monde arabe proviennent de l'export et beaucoup proviennent de l'Ukraine. Et son antécédent, en fait, c'est l'aide humanitaire qui était opérée par l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre. Mais donc, cette modification des spécimens de blé qui ont été consommés a certainement modifié la production de blé. Il y a beaucoup de blé endémique qu'on a oublié, qu'on n'en utilise pas. Il y a même la propagande comme quoi ce blé dur qu'on appelle le durum, comme quoi il n'est pas apte à produire un pain, alors que c'est comme si on rejetait l'histoire culinaire du pain dans la région d'il y avant 50 ans. Donc, ce qui est illogique, c'est un blé dur, mais qui produit un très bon pain à un indice glycémique beaucoup plus bas, beaucoup plus riche en nutriments, en fibres, etc. Donc, voilà, le néolibéralisme, avec les échanges commerciaux, la liberté d'échange, le libre-échange, ça a certainement atteint un approvisionnement de nourriture pas cher,
mais pas cher, mais pas nutritionnel et certainement nuisible à beaucoup de paysans, à beaucoup de traditions culinaires. Cette diète néolibérale a basculé, surtout la diète méditerranéenne qui était présente, dont on parle des vertus dans des livres actuellement. Donc, c'est une des meilleures diètes de la région, basée sur l'huile d'olive, un peu de pain, etc. Avec moi je l'appelle la bléification de la diète. Aujourd'hui, dans le monde arabe, on retrouve que 50% de ce qu'on appelle le dietary intake, 50% provient du blé, alors que dans les pays de l'OCDE, il descend jusqu'à 20%, alors que la majorité, c'est des légumes et des végétaux. Donc, alors que dans le monde arabe, voilà, c'est une bonne proportion déjà, elle est due à ce blé, à cette subvention de blé importé, voilà, on en parle de famine quand le blé manque, mais quel blé? C'est le blé tendre. Donc voilà, il y a des liens qui ont été créés entre, je dirais, ces petites aides qu'on va donner pour dompter la population avec de blé importé de mauvaise qualité, juste pour stabiliser 50% de leur nutrition et en contrepartie basculer vers une agriculture intensive juste destinée pour l'export. On peut aussi la retrouver dans les chiffres de santé publique dans le monde arabe, surtout les syndromes métaboliques. Donc, on parle de diabète, on parle de problèmes cardiovasculaires, on parle d'obésité et de surpoids. Donc, ça aussi sont bien les productions d'une diète néolibérale occidentalisée qui s'est progressivement appropriée du terrain et qui est devenue la norme dans le monde arabe. Effectivement, l'accaparement des terres existe dans le monde arabe. Maintenant, son intensité, il est certainement moindre que dans les pays africains et les pays d'Amérique latine, mais on en trouve des pays du Golfe qui financent des projets hydrauliques en Égypte dans le but d'acheminer les produits finaux qui en seront irrigués et produits à leur pays. Donc, la nationalité, normalement, de nouveaux propriétaires terriens dans des cas d'accaparement du foncier. Moi, l'accaparement du foncier, il y a des fois qu'il est indirect aussi, c'est de l'accaparement de l'eau dans le monde arabe. C'est des grands projets hydrauliques, comme je viens de décrire, sans que la nationalité du propriétaire change. Mais c'est un type d'accaparement aussi, l'accaparement de l'eau. Donc, ce qu'on peut trouver, c'est effectivement des grands projets hydrauliques au Soudan ou en Égypte, où le but final, c'est même que ce soit même du forage. Il y a aussi le forage, donc produire du forage en Égypte pour les transporter dans les pays du Golfe, pour nourrir du bétail dans des usines et des fermes dans les pays du Golfe. Donc, on voit que bon, c'est à double tranchant. Et ces pays du Golfe vont faire de la viande et les vendre aux Égyptiens. Donc, voilà, ce capitalisme d'accaparement de terre, il est là au cœur de ces échanges, même entre pays arabes, je dirais, encore plus que dans d'autres régions. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que de déceler aussi l'accaparement des terres dans ces régions-là à travers les grands projets hydrauliques. Donc, les organisations internationales sont un acteur qu'on oublie souvent. On pense que les problèmes alimentaires sont locaux. Alors, comme on a vu la question d'envoi de blé, c'est ces organisations internationales qui sont derrière. La question d'ajustement structurel, ce sont ces entités qui sont derrière. La question des grands projets hydrauliques financés par de la dette publique, aussi, ce sont ces acteurs-là. Donc, ils sont vraiment des acteurs principaux qu'on a tendance à omettre quand on parle de crise alimentaire et humanitaire dans le monde arabe. Ce sont sous la dénomination d'investissements directs étrangers. On a l'accaparement de terres, par exemple, mais le Foreign Direct Investment, c'est quelque chose promu
par ces entités-là. Quand on pense à l'aspect productiviste de la révolution verte à laquelle le monde arabe a adopté également, ce sont ces acteurs-là, la Banque mondiale et USAID, et tous ces qui ont même, ils sont derrière le blé tendre, la création du blé tendre qui est robuste et génétiquement, il n'est pas précisément génétiquement modifié, mais il y en a des variétés certainement génétiquement modifiées. Mais bon, ils sont derrière cette industrialisation de l'agriculture. Ce sont des entités essentielles qui sont toujours présentes dans les crises également. Donc là, quand on voit la crise même monétaire qui sévit au Liban, par exemple, ce sont ces acteurs-là qui sont pour moi les causes de cette crise, mais aussi qu'on les appelle pour sauver la situation. Donc là, ça nous donne encore plus l'ampleur de la dépendance qu'on a vis-à-vis de ces entités-là. Pareil en Égypte, maintenant, ils viennent de leur promettre une certaine enveloppe d'argent pour soutenir la devise. La même chose se passe en Tunisie. Donc, en pleine crise mondiale du blé avec la crise ukrainienne et la guerre en Ukraine, on retrouve même ces mêmes remèdes qu'on a trouvés historiquement avec les mêmes gens, avec les mêmes acteurs qui ont plutôt été la cause plutôt que la solution des problèmes. Au milieu du siècle dernier, environ 50% de la population du monde arabe était encore rurale. Et là, on parle d'environ 5% de la population arabe vivant dans le monde rural. Et bien sûr, il y a des différences entre pays, mais ceci montre bien l'exode rural qui s'est opéré, les opportunités qui ont été dilapidées dans ce milieu-là, l'aspect culinaire qu'on peut retrouver de terroir aussi qui manque complètement ou qui est là, mais d'une façon vraiment timide, alors que c'est une région vraiment très riche en matière de terroir culinaire. Donc, tous ces manques, ce manque de subventions, ce manque de politique publique ont mené au marché, à ce que le marché soit là à opérer. Et bien sûr, on a tout l'exode rural qui se termine dans des régions périurbaines dans le monde arabe, marginalisées et pauvres, alors que les opportunités que peut offrir le milieu rural dans le monde arabe sont nombrables, alors que bon, là, les opportunités ne sont pas saisies. S'il y a du parallèle à faire avec la crise actuelle, aujourd'hui, on est dans un pic mondial, on commence à le franchir, qui est comparable à la crise de 1973, qui est comparable, encore plus élevé que des époques très sombres contemporaines, de l'histoire contemporaine. Et on est plein dedans actuellement. Ce qu'il faut rappeler, c'est la grosse dépendance de nombreux pays arabes qui étaient agricoles, qui sont agricoles, leur grande dépendance aux imports de blé de la Russie et de l'Ukraine. Là, on parle d'un ordre entre 60 et 80% de dépendance à ces deux pays-là, et surtout l'Ukraine. Et là, cette année, on n'est pas encore arrivé au mois de moisson. Donc là, la crise, elle est là d'emblée avec le stock de l'année dernière. Et là, ce qu'on peut prévoir pour les quelques mois à venir, c'est une crise alimentaire comparable à une crise de 1973, mais aussi comparable à la crise mondiale de fuel, ce qu'on appelle le triple F, donc 2007-2011, Fuel, Food, Financial Crisis. Donc on est dans un scénario très proche. Malheureusement, on est face à un été, je pense, assez mouvementé dans le monde arabe concernant la crise alimentaire. Et n'oublions pas comme quoi c'est une crise qui est produite par une dépendance à laquelle il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir
localement. Il faut s'en sortir. On n'appelle pas à comment dire, une autarcie. Tous les pays ont besoin l'un de l'autre, mais on peut augmenter les parcelles abandonnées en blé. Par exemple, au Liban, sur 200 000 hectares de terrain agricole, il y a 100 000 hectares de libres qui ont été abandonnés, qui ont été parce que bon, et souvent c'était des terrains qui ont été cultivés il y a 20 ans de blé. Donc le calcul est simple, avec 100 000 hectares, on peut atteindre une certaine autonomie au niveau national, mais les politiques publiques n'en sont pas là. Ils vont regarder combien ça va nous coûter. Effectivement, ça va coûter plus cher que de l'importer d'une ferme d'agriculture intensive, mais les politiques ont besoin, le paradigme agricole dans le monde arabe, ont besoin de bouger de la sécurité alimentaire, peu importe d'où est-ce que l'aliment vient, mais l'essentiel, c'est d'en avoir une, et à une question de souveraineté alimentaire où c'est aux paysans de décider qu'est-ce qu'ils produisent localement. Bien sûr, le support public doit être là, mais dans le monde arabe, il ne faut pas s'en fier.